Est-ce que vous vous souvenez d'Habbo Hotel? En vous y connectant le 12 juillet 2006, vous auriez pu tomber sur ça. Des dizaines d'avatars en costume gris coiffés d'afro vous empêchant l'entrée de lieux populaires comme les piscines. D'où le nom donné à ces raids, Pools Closed, la piscine est fermée. Derrière cette action se trouvait un mystérieux groupe, les Anonymous. Ayant entendu dire que les modérateurs bannissaient trop souvent les avatars noirs, ils avaient décidé de se révolter contre cette injustice. Et ça a même eu des répercussions hors ligne. En Finlande, des personnes se sont rassemblées devant le siège de Sulake, la société mère d'Habbo Hotel, pour en bloquer l'accès. Mais qui sont réellement les Anonymous? Et surtout, que sont-ils devenus? Bah oui, ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu parler d'eux. Pour comprendre leur histoire et où ils en sont aujourd'hui, faisons un petit bond dans le temps pour retourner en 2004. De 4chan au activisme. Si vous imaginez une secte de hackers professionnels, vous avez tout faux. Certains sont effectivement très doués en informatique, mais ce n'est pas le cas de tous. Techniquement, n'importe qui peut rejoindre le mouvement. Pas besoin de s'inscrire ni de passer un test, un accès à internet suffit. Nous sommes en 2004, vous surfez sur différents forums et finissez par tomber sur 4chan, un imageboard, forum conçu pour l'échange anonyme de messages et de fichiers. À ce moment-là, un administrateur y a activé un protocole signant automatiquement tous les messages comme Anonymous. Bon, c'est marrant, et ça donne l'idée à plusieurs personnes de continuer à utiliser cette signature comme pseudo, notamment pour troller ou se moquer. Le canal B était spécialement dédié au contenu random. Étant le moins régulé du site, c'est là que la plupart des utilisateurs Anonymous étaient actifs. Comme ils étaient sur un forum de discussion ouvert, ils ne se sont pas basés autour d'un chef, mais autour de valeurs et d'idées. Le plus important pour eux, c'est la liberté d'expression, mais surtout, vous l'auriez parié, l'anonymat. Leurs actions peuvent donc être très variées. Aider à arrêter une personne aimant un peu trop les enfants, ou divulguer 1 million d'identifiants Apple, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un très bon exemple d'organisation anarchique. Ils n'ont aucune chaîne officielle, aucun QG, il n'y a pas de recherche de gloire ou de popularité personnelle, et ceux qui essayent de récupérer le mouvement pour en profiter sont dénoncés. Même la page Twitter la plus suivie n'est pas officielle, il s'agit simplement d'un Anonymous qui a décidé de partager ses actions. Bon, le troll c'est marrant au début, mais petit à petit, les actions deviennent de plus en plus politiques et sérieuses. En 2007, il participe à l'arrestation d'un pédo, en contactant la police, anonymement bien sûr, après l'avoir traqué sur internet. L'homme de 53 ans sera condamné pour attouchement sur mineur et détention d'armes illégales. En 2008, des rumeurs circulent sur l'église de Scientologie. L'organisation ferait subir un lavage de cerveau à ses membres et punirait ceux qui contestent son dogme et ses dirigeants. Alors quand une vidéo à usage interne de Tom Cruise en plein délire mystique fuite et que l'église tente de la censurer, les Anonymous décident de réagir. C'est ce projet, nommé Chanology, qui fait décoller leur popularité. Ils mènent des attaques dites de déni de service qui consiste à rendre indisponibles les sites de l'église, en mettant hors ligne les serveurs pour empêcher les connexions. Certaines actions restent quand même du pur troll. Ils leur commandent des pizzas non payées et des escort girls ou leur faxent des photos de filles nues. Malgré tout, ça reste leur première opération vraiment politique. C'est même allé beaucoup plus loin, avec carrément des manifestations organisées devant les locaux de l'église de Scientologie dans un premier temps, puis dans plus de 93 villes à travers le monde. En tout, 3 vagues de rassemblements de près de 21 000 personnes IRL. Avec cette opération apparaissent de leurs signatures. Les vidéos YouTube annonçant leurs intentions à l'aide d'une voix informatisée, du slogan We are Anonymous, we are Legion et le masque de Guy Fawkes que les membres portaient en public lors des manifestations. À partir de là, c'est grâce à ce type d'attaque, plus médiatisée et plus impressionnante, que les Anonymous vont gagner en popularité. En 2010, ils saturent pendant 4 jours les serveurs de PayPal, Visa et Mastercard qui avaient décidé de bloquer les dons via leur service à Wikileaks, une organisation qui publie des documents classifiés provenant de sources anonymes. Résultat, 4,3 millions de coûts pour PayPal. Ils ont joué un rôle aussi pendant les printemps arabes, en bloquant l'accès aux sites gouvernementaux officiels tunisiens et en diffusant des messages sur le site de la télévision nationale. On en avait parlé dans cette vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les prochaines. En 2014, après la mort d'un jeune afro-américain abattu par un policier blanc aux États-Unis, ils prennent le contrôle des comptes Twitter du et mettent hors service plusieurs sites internet en réaction à leur traque incitant au meurtre et prenant la défense de l'officier. En utilisant le compte Twitter piraté, ils publient également une liste de centaines de noms de membres présumés. Ça, c'est un exemple de doxing, une pratique fréquente des Anonymous. Ils récoltent un maximum d'informations sur une cible avant de les exposer publiquement. Attirer l'attention des médias, c'est pas forcément mauvais, ça leur permet de donner du poids à leurs actions, souligner leur potentiel et leur impact. Ils sont pas là pour rigoler, mais pour un mouvement qui prône et recherche l'anonymat, se retrouver sous les yeux du monde entier, c'est pas forcément la meilleure chose.
quand le FBI s'en mêle. Là vous vous demandez sûrement, mais comment c'est possible qu'un mouvement comme ça ait pu mener de telles actions sans hiérarchie, sans organisation interne? Il devait bien avoir des chefs qui coordonnaient les opérations et la communication entre les membres quand même. Eh ben non, même pas. Un anon s'exprimant via une vidéo ne le fait pas au nom de la communauté tout entière, mais pour lui-même. Sauf que vous le voyez sûrement venir, ce fonctionnement peut vite entraîner des dissensions. Si un Anonymous est en désaccord avec un autre, il peut décider de donner un point de vue opposé. Pas étonnant que les médias, les politiques et le grand public aient du mal à suivre. Et ces divergences d'opinion ont été particulièrement visibles pendant la campagne de Donald Trump en 2016. Une partie du mouvement lui a déclaré la guerre totale. We have been watching you for a long time and what we see is deeply disturbing. You say what your current audience wants to hear, but in reality you don't stand for anything except for your personal greed and power. This is a call to you. We need you to shut down his websites. Research and expose what he doesn't want the public to know. We need you to dismantle his campaign and sabotage his brand. Problème, tous les Anons ne sont pas anti-Trump. Les opérations contre l'église de Scientologie ou le KKK avaient déjà suscité des conflits internes, mais là c'est le niveau supérieur. Quelques jours après la publication de la première vidéo, une autre est mise en ligne. Supprimée depuis, elle avait le même style typique des Anonymous. Le message par contre, lui, était complètement différent. Nous nous sentons profondément concernés par une opération qui a été lancée en notre nom, la soi-disant Opération Trump. Nous, les Anonymous, vous mettons en garde contre les mensonges et les tromperies diffusées sous notre bannière. Cette politisation du mouvement pose aussi la question de la défense de la liberté d'expression. L'opération Op Trump vise-t-elle à censurer celle de Donald Trump? N'est-ce pas en totale opposition avec l'un des idéaux du mouvement? Avoir des discours divergents au sein du même mouvement, ça n'augure rien de bon pour sa pérennité. L'autre chose qui peut détruire ce mouvement, les taupes. Quand les autorités pénales veulent enquêter sur les personnages cachés derrière un collectif, c'est difficile de trouver les identités des responsables, sauf si un des membres devient un indique. Même si les Anonymous n'avaient pas de hiérarchie formelle, quelques membres étaient plus connus parmi eux et avaient des personnalités de leader. Ce sont donc à eux que le FBI s'est intéressé en 2011. Petit retour dans le temps, après les cyberattaques contre PayPal, des enquêtes sont ouvertes sur le groupe, ce qui entraîne l'arrestation de 16 personnes aux États-Unis en juillet 2011. Mais la révélation de membres la plus connue est celle liée au groupe de hackers Lulzsec, démantelé en 2012. Pour faire simple, les membres de Lulzsec disaient eux-mêmes être des anciens Anonymous, ne se reconnaissant plus dans l'action du groupe. Mais en 2012, coup de théâtre, on apprend que l'un des leaders du groupe, Hector Xavier Montségur, plus connu sous son nom de hacker Sabou, est informateur pour le FBI depuis l'année précédente. Il les a aidés à mettre la main sur 8 pirates, dont Jeremy Hammond, le cybercriminel le plus recherché au monde à l'époque. Autant dire que quand Fox News révèle cette information, les Anonymous deviennent parano. Beaucoup arrêtent d'utiliser les canaux de communication traditionnels, réalisant qu'ils ne peuvent vraiment avoir confiance en personne, et ils se font donc plus discrets. Vous vous demandez peut-être pourquoi Sabou a retourné sa veste et a accepté de travailler pour le FBI. Il avait été arrêté l'année précédente et condamné pour 12 chefs d'accusation, dont piratage informatique en vue de commettre une fraude bancaire et usurpation d'identité aggravée. Entre risquer jusqu'à 124 ans de prison contre seulement quelques mois sous réserve de coopérer avec les services secrets, le choix est vite fait. Sabou s'est justifié dans une interview quelques mois plus tard en répondant à ceux qui le traitaient de rat et de super mouchard. Did you take any pride in giving these guys up? It wasn't a situation where I identified anybody. I didn't point my fingers at nobody. My cooperation entailed logging and providing intelligence. It didn't mean... Can you please tell me the identity of one of your... En tout cas, cet épisode a détruit la confiance au sein du mouvement et a révélé le manque de loyauté de certains. Après l'infiltration du FBI, le nombre d'opérations revendiquées a diminué et la campagne de Trump a semblé les achever. Jusqu'en 2020, leur page Wikipédia ne répertoriait même plus d'actions commises après 2016. L'intérêt du public pour le collectif a baissé en même temps qu'il devenait de plus en plus silencieux. L'âge d'or des Anonymous semblait bel et bien derrière eux. Les Anonymous sont-ils morts? En 2020, alors que de nombreuses manifestations ont lieu dans plusieurs pays pour dénoncer la mort de George Floyd, des rumeurs commencent à circuler. Les Anonymous seraient sur le point de faire leur retour. Le 29 mai, une vidéo est publiée sur Facebook, adressée directement à la police de Minneapolis. Do not trust your corrupt organization to carry out justice, so we will be exposing your many crimes to the world. We are Legion.
Expect us. C'est un véritable regain de popularité. Les comptes Twitter associés au groupe gagnent plusieurs millions d'abonnés en quelques jours. Il y a bien eu des fuites d'informations sur la police de Minneapolis. En revanche, ce n'est pas certain qu'elle soit liée au groupe d'activistes. Pareil pour la cyberattaque sur le site des forces de l'ordre, ou le piratage des radios de la police de Chicago qui ont diffusé le titre Fuck the Police du groupe NWA, empêchant les communications entre les forces de l'ordre. L'année dernière, c'est l'invasion de l'Ukraine qui a de nouveau fait sortir les Anonymous de leur silence. Le compte Twitter YourAnon1, suivi aujourd'hui par plus de 1,7 million de personnes, déclare immédiatement la cyberguerre au président russe. Plusieurs sites gouvernementaux sont fermés et pas moins de 200 gigas d'informations secrètes du ministère russe de la Défense sont diffusées, ainsi que d'autres données privées d'une société militaire soutenant les opérations. Il s'attaque ensuite à une cible plus spécifique, Killnet. Ces hackers pro-russes avaient attaqué quelques jours auparavant des sites web de plusieurs institutions italiennes. D'autres s'étaient aussi fait passer pour des diplomates afin de pirater des ambassades. Et lors de la finale de l'Eurovision, la police a déclaré avoir déjoué une cyberattaque, sachant que le concours s'est achevé avec la victoire de l'Ukraine. Ces attaques ayant été attribuées au groupe Killnet, les Anonymous leur déclarent la cyberguerre. Fin mai, ils annoncent que le site officiel de Killnet en Russie a été mis hors service. De leur côté, Killnet avait publié le 1er mars une vidéo dans laquelle ils prétendaient avoir mis hors service le site web des Anonymous. Sauf que, vous le savez, ils n'ont pas de site officiel. Donc cette attaque contre un site web générique semble plus un moyen de remonter le moral des pro-russes et un coup de pub pour Killnet. Finalement, les Anonymous étaient un peu des précurseurs à leur manière et avec leurs propres armes. Alors oui, les attaques activistes sont en diminution depuis 2015, mais ça ne signifie pas pour autant qu'elles vont totalement disparaître. Les formes utilisées et développées par les Anonymous, ces mouvements sans hiérarchie et sans cause précise à défendre, ont été récupérés et adaptés. Les gilets jaunes en France en sont un exemple. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais ces 10 dernières années, toutes les grandes affaires de corruption ou les scandales comme les Panama Papers ou l'affaire Cambridge Analytica ont été le fruit de campagnes menées par des activistes. Les formes vont peut-être évoluer, mais la volonté de transparence et de liberté d'expression, anonyme ou non, va persister. Finalement, peu importe ce que l'on pense d'eux, les Anonymous ont laissé une trace sur internet. Au-delà de leurs actions, ils ont marqué la culture de web et sont devenus un mème populaire. Et c'est peut-être ça qui les a desservis auprès du grand public. Les gens ne les prenaient juste plus au sérieux. Leurs intentions originales ont été occultées par la reprise de leur image pour représenter les hackers dans la culture populaire. Aujourd'hui, évoquer les Anonymous rend nostalgique pas mal de monde, que ce soit des anciens membres du mouvement ou de simples personnes qui étaient sur internet à ce moment-là et qui en ont entendu parler. Ils représentent une époque d'internet que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et oui, 2004, c'était il y a 19 ans, désolé pour le coup de vieux. Il suffit de lire les commentaires de certaines vidéos parlant des Anonymous pour s'en rendre compte. Au-delà de ça, avec l'âge, l'envie de se rebeller s'atténue. Les choses qui nous paraissaient importantes quand on était plus jeune ne sont peut-être plus celles pour lesquelles on a envie de se battre aujourd'hui. Beaucoup de membres originaux du mouvement, qui ont vécu les débuts sur 4chan et les premières actions contre l'église de Scientologie, ont sûrement aujourd'hui une famille, un emploi, bref, d'autres préoccupations. En vieillissant, la croyance en certaines causes de jeunesse diminue et on comprend mieux les risques et conséquences de telles activités. Aujourd'hui, le site Anonymous France est toujours mis à jour de temps en temps, avec des articles publiés sur leurs nouvelles actions et des guides pour se protéger sur internet par exemple. Sur le compte Twitter YourAnon1, de nombreuses personnes continuent de solliciter leur aide pour des sujets sérieux ou pas. Finalement, pourra-t-on dire un jour que les Anonymous ont disparu? Après tout, ils le disaient eux-mêmes, ils ne sont pas des personnes, ils sont des idées, et les idées ne meurent pas.